Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne didactique du français et plus. Je tiens également à vous remercier pour vos nombreux encouragements. Merci beaucoup. Si vous voulez m'encourager davantage, c'est très simple. Si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est le moment de le faire. Et vous pouvez également partager mes vidéos pour vos contacts. Merci d'avance. Aujourd'hui, je me tourne vers les candidats du concours d'accès à la formation de doctorat LMD. Plusieurs des étudiants qui préparent ce concours me posent diverses questions sur le concours et me demandent des conseils, surtout au sujet des thèmes qu'ils devraient privilégier en révisant, au sujet des axes qui pourraient être concernés par tel ou tel intitulé d'offre de formation doctorale. J'ai également remarqué que plusieurs posent des questions de ce genre sur Facebook. Or, quelques-unes des réponses qu'on donne sur Facebook pourraient, à mon avis, dérouter certains et les induire en erreur. Ce sont ces deux raisons qui m'ont conduit à préparer quelques vidéos qui, j'espère, vont apporter plusieurs éléments de réponse aux principales questions qui se posent. Ces vidéos sont principalement destinées à ceux qui préparent le concours dans l'une des spécialités des domaines lettres et langues, que l'option soit didactique, sciences du langage ou autre. Il y a également des contenus qui peuvent concerner même les autres candidats des autres domaines, se relevant par exemple des sciences humaines, de l'économie, etc. Donc, bonne écoute à tous. La vidéo d'aujourd'hui a 4 parties. La première traite rapidement des textes de loi qui concernent le doctorat. La deuxième concerne la conception des sujets des épreuves. La troisième porte sur les thèmes des épreuves. Et la dernière livre quelques premiers conseils aux candidats. Je parle de premiers conseils car cette vidéo sera suivie par d'autres dans lesquels je vais donner plusieurs autres conseils. Avant de commencer, n'oubliez pas s'il vous plaît les 4 simples clics, mais qui sont très importants pour la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche des notifications. Partagez cette vidéo pour que vos contacts découvrent la chaîne didactique du français et plus. Et enfin, si le contenu vous plaît, cliquez sur j'aime. Je vous remercie par avance. J'ai remarqué que plusieurs candidats et même les doctorants ou certains enseignants posent parfois des questions sur des choses très clairement fixées par les textes de loi. D'où mon premier conseil, prenez un peu de temps pour découvrir les textes qui vous concernent. Où trouver ces textes? Je vous oriente par exemple vers le site de l'université de Béjaïa. C'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton Post-graduation recherche, le bouton indiqué par la flèche rouge. Une fois à l'intérieur du site du vice-rectorat chargé de la post-graduation, cliquez sur le bouton de la rubrique Texte réglementaire qui s'affiche dans le menu de la gauche, comme c'est indiqué par la flèche rouge, ou en bas de la fenêtre, comme c'est indiqué par la flèche verte. Vous trouverez alors une soixantaine de textes répartis sur
deux parties. La première concerne le magistère et le doctorat en sciences et la seconde, le doctorat LMD. Dans cette deuxième partie, vous trouverez les textes les plus récents qui régissent la formation doctorale. Et j'en profite pour remercier le vice-rectorat chargé de la post-graduation de l'Université de Béjaïa. Vous trouverez par exemple la note relative aux modalités d'orientation du concours du doctorat signée le 5 décembre 2022, donc il y a 20 jours. Cette loi est signée par la Direction générale des enseignements et de la formation, la DGEF, que je vais citer plus bas. Nous arrivons à la deuxième partie de la vidéo. Donc, je vais maintenant vous parler de la procédure de conception des sujets des deux épreuves du concours, surtout pour que vous compreniez pourquoi il est assez difficile pour un enseignant de savoir sur quoi va porter l'épreuve avant le jour même du concours. Comme c'est expliqué dans la note de la DGEF dont je viens de parler et qui date du 5 décembre 2022, on demande de préparer pour chaque épreuve 3 sujets. Donc je cite cette loi. Les membres du CFD et d'autres enseignants spécialistes désignés par le chef d'établissement élaborent 3 sujets avec leur corrigé type pour chacune des épreuves, qui seront confectionnés à partir de 8 heures du matin, le jour du concours. Retenez donc que les sujets sont conçus le jour même du concours et qu'avant ce jour-là, on ne peut pas savoir sur quoi le sujet va porter, sur quoi l'épreuve va porter. Juste après, les sujets vont être mis sous scellé. Donc, on dit dans le texte de décembre 2022, les sujets ainsi élaborés sont mis sous pli, scellés et cachetés en présence du chef de département qui les gardera à son niveau jusqu'à l'heure du début de l'épreuve écrite. Je tiens à préciser que ce n'est pas à 8h30 ou à 9h que les sujets seront mis sous scellé. Parfois, on termine avec le sujet de la première épreuve juste 1 heure avant l'épreuve et on ne s'occupe du deuxième sujet qu'après le lancement de la première épreuve. Ensuite, sachez qu'on interdit parfois aux membres qui ont conçu les sujets d'avoir des contacts avec ceux qui se trouvent à l'extérieur. J'ai personnellement été retenu avec d'autres collègues en 2017 dans un sous-sol à l'université de Blida de 8 heures jusqu'à la fin des 2 épreuves. Ensuite, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, comment on fait pour retenir l'un des 3 sujets proposés, voici ce que disent les textes. Le sujet d'examen est tiré au sort parmi les 3 sujets proposés au début de l'épreuve écrite en présence du chef de département, du responsable du CFD et d'un représentant des candidats. Donc par la suite, on demande à l'étudiant qui a tiré au sort le sujet de lire le premier mot du sujet, puis de lire la première phrase de chacun des 2 autres sujets éliminés, juste pour que les candidats découvrent que ce n'est pas le même sujet qui a été mis dans les 3 enveloppes.
Revenons à la première étape, à savoir celle de la conception des sujets. Qui sont les concepteurs des sujets de chaque épreuve et combien ils peuvent être. Il y a d'abord les membres du comité de formation doctorale, le CFD, qui comprend au moins 5 enseignants. De plus, la commission de conception des sujets peut accueillir des enseignants qui ne font pas partie du CFD. Cela fait que généralement le nombre des enseignants concernés par la conception d'une épreuve de spécialité varie généralement entre 3 et 6 enseignants. Et ils peuvent être, le nombre peut être plus important. Le nombre des enseignants concernés par l'épreuve commune peut facilement dépasser une dizaine. Qu'en est-il de la procédure de choix des sujets? Donc, comment on choisit les sujets? Chaque enseignant vient avec au moins un sujet. Au moins un sujet parce qu'il peut venir avec 2 ou 3 sujets. Le nombre de sujets à traiter par la commission peut atteindre donc une vingtaine. Au cours de la réunion, on rejette quelques sujets, on reformule d'autres. On peut même concevoir sur place 1, 2 ou même 3 sujets. On choisit à la fin 3 sujets à remettre pour le tirage au sort. Voilà. Que retenir de toutes ces explications? Première chose, il est très difficile pour un enseignant de prévoir le thème sur lequel va porter un sujet. C'est pour ça, personnellement, je suis un peu gêné quand on me pose la question, parce que on ne peut jamais savoir sur quel thème ou même axe le sujet va porter. Et bien évidemment, je dirais même que le sujet à proposer pourrait porter sur un axe auquel personne ne pouvait penser. Voilà. J'arrive à la 3e partie de l'épreuve. Qu'en est-il des thèmes des épreuves? Même si les thèmes des épreuves sont difficiles à prévoir, il est difficile de savoir quels sont ceux qui peuvent être les plus probables. Donc, pour faire des hypothèses au sujet des thèmes à privilégier, on peut s'appuyer sur les consignes qu'on donne généralement aux concepteurs des sujets. Donc, première obligation, on dit qu'il ne faut pas sortir de ce que suggère l'axe de l'offre de formation. Donc, si par exemple l'offre porte sur la didactique professionnelle, on ne doit pas donner un sujet qui va porter sur la didactique de la littérature. Si l'offre s'inscrit dans l'analyse du discours, on ne doit pas donner un sujet qui s'inscrit en sociolinguistique, par exemple. Deuxième obligation, la dimension nationale du concours fait que dans un souci d'équité, le sujet doit porter sur des contenus censés avoir été enseignés dans tous les masters concernés par le concours. Cela est bien évidemment valable quand chacun passe le concours dans sa spécialité de formation, dans son option. Parce que maintenant qu'on autorise, par exemple, ceux qui ont un master en littérature à passer le concours dans l'option didactique et vice-versa,
Bon, cette consigne est bien évidemment impossible à respecter, sauf si on doit donner un sujet comme ce qu'on donne au bac. Donc, ce n'est valable que pour les masters de la même spécialité. On recommande également de faire en sorte que le sujet porte sur des généralités, les concepteurs devraient éviter les problématiques trop ciblées. Voilà. Donc, si les 3 points que je viens de citer peuvent aider à faire des hypothèses assez proches et qui peuvent s'avérer utiles, il convient néanmoins de dire que cela ne marche pas à tous les coups, à cause des divergences importantes qui existent entre les logiques des équipes des différentes universités. Il est en effet nécessaire de tenir compte, premièrement, de la diversité et divergence des logiques des enseignants et deuxièmement, des différences importantes qui en résultent, donc des différences entre les contenus même des mêmes modules d'une université à une autre. Pour illustrer ce dernier point, je vais donner un exemple qui concerne la didactique des langues et particulièrement les approches d'enseignement. En retraçant l'histoire de l'enseignement des langues, certains se limitent aux approches communicatives. D'autres s'arrêtent à l'approche par compétence. D'autres vont plus loin pour aborder l'approche actionnelle, les approches plurielles des langues et des cultures, la sociodidactique, la didactique contextualisée, etc. J'arrive à la dernière partie de la vidéo, celle qui va contenir quelques conseils. Premier conseil, je vous invite à vous informer sur les orientations des universités, ou si vous préférez, sur les logiques des équipes concernées. Cela peut se faire, par exemple, en se renseignant sur les contenus des modules de spécialité dans l'université qui organise le concours. Je sais que ça se fait sur Facebook, les gens posent ce genre de questions. Ça peut se faire également en essayant de découvrir sur quoi travaillent les enseignants de rang magistral de l'université dont il s'agit. Comment découvrir sur quoi travaillent les enseignants? L'un des moyens les plus rapides consiste à utiliser le site RechercheGate. Il suffit alors d'insérer à l'endroit indiqué par la flèche rouge le nom de l'enseignant et vous aurez la liste de ses publications. On peut également utiliser le site Google Scholar en insérant également à l'endroit indiqué par la flèche rouge le nom de l'enseignant dont on cherche à découvrir les champs d'intérêt scientifique. Par exemple, pour accéder à mon compte Google Scholar, il suffit de saisir mon nom sur la bande de recherche de ce site, puis de cliquer sur la loupe indiquée par la flèche rouge. Vous allez obtenir ce qui s'affiche. Il suffit ensuite de cliquer sur le nom à l'endroit indiqué par la flèche rouge et vous allez directement accéder à ma page personnelle sur ce site. Google Scholar présente d'abord les articles cités et puis les articles pas cités. Ceux cités sont classés par ordre
décroissant et donc des articles les plus cités aux articles les moins cités. Les articles non cités sont quant à eux classés par ordre chronologique des plus récents au moins récents. Faites attention, Google Scholar ne donne la première fois que 20 articles. Donc, quand l'enseignant dont il s'agit a rédigé plus de 20 articles, il faut cliquer en bas de la page sur plus de résultats pour avoir les autres articles. Bien sûr, si vous cliquez ensuite sur le titre d'un article, vous aurez ses références complètes, parfois son résumé, l'adresse URL de l'article et le lien permettant d'accéder à l'article. Je vous donne enfin 3 recommandations pour choisir les lectures. Il serait à mon avis utile de varier au maximum les lectures, de privilégier les articles et les cours qui traitent de problématiques générales, de privilégier les articles et les cours qui traitent de problématiques actuelles. J'espère que cette vidéo a pu apporter quelques éléments de réponse à quelques-unes des questions que vous vous posez. Je vous promets d'autres vidéos pour les tout prochains jours qui vont surtout répondre à la question comment répondre correctement aux questions des épreuves du concours de doctorat avec des exemples pratiques. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas s'il vous plaît les 4 clics par lesquels vous pouvez m'encourager. Cliquez sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications. Partagez cette vidéo à ceux qui préparent le concours du doctorat. Et enfin, si le contenu vous plaît, cliquez sur j'aime. Je vous remercie par avance. Voilà, il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre écoute. À bientôt pour la suite et au revoir.